Ce que vous allez entendre est une histoire assemblée à partir d'un enregistrement que personne n'aurait jamais dû retrouver. Cet enregistrement circulait en secret entre quelques abonnés d'une chaîne de paranormal appelée Spectre et Pixel. On y entend le vent de l'Atlantique, les marches métalliques d'un vieux phare et la voix d'une femme nommée Léa. Si quelqu'un écoute cet enregistrement, c'est que le direct a continué sans nous et que je n'ai pas pu couper. Je m'appelle Léa, je suis l'ingénieur du son de Spectre et Pixel, et je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé au phare de Carvenen. Sa voix tremble un peu, mais chaque mot est posé avec une minutie presque clinique. Avant que la nuit ne dévore tout, elle veut laisser une trace, quelque chose qui ressemble à une vérité. Pour comprendre cette nuit, il faut revenir quelques jours plus tôt, dans un appartement encombré de matériel de tournage, de câbles et d'écrans allumés. Hugo vivait là, entouré de boîtiers noirs, de projecteurs rangés à moitié et de cartons marqués au nom de la chaîne Spectre et Pixel. Léa, regarde ça. On vient de recevoir un message bien plus intéressant que d'habitude. Hugo avait les yeux cernés des gens qui ont appris à compter leurs nuits en montage et en statistiques de vue. Encore une proposition de maison, en terre reconstituée en une grange de campagne. Ou c'est enfin quelque chose de sérieux? C'est une fée en Bretagne, la fête des naufragés, un truc local, presque pas référencé, avec un vieux phare abandonné en bonus. Sur l'écran de son ordinateur, un mail anonyme s'affichait, sans signature, avec une pièce jointe au nom énigmatique. La pièce jointe était une photographie numérisée, légèrement déformée, où l'on distinguait des familles serrées sur le pont d'un navire. À l'arrière-plan, un homme en uniforme de gardien de phare, raide et fier, fixait l'objectif. Montre la photo en plein écran, je veux voir les détails. Hugo agrandit l'image et la pixelisation fit danser le grain noir et blanc sur le visage du gardien. On dirait toi, c'est presque la même mâchoire, presque le même regard, c'est perturbant. Tu exagères, mais c'est vrai qu'il y a un air de famille, et regarde sur la petite plaque, on lit presque mon nom. Sur le torse de l'homme, une fine plaque de métal laissait deviner un nom commençant par la même lettre que celui d'Hugo. Au dos de la photo, dans le fichier scanné, une inscription avait été capturée, à moitié effacée par le temps et l'humidité. On pouvait encore lire une dédicace adressée au gardien du phare, accompagnée du nom d'un navire disparu depuis longtemps. C'est exactement le genre d'histoire que tu adores. Un lien de sang possible, une vieille tragédie, un lieu isolé et un rituel. C'est mieux que ce que j'espérais. Imagine le titre du live, spécial fête des naufragés, on dirait d'un phare maudit. Ce soir-là, Hugo parla plus de chiffres que de fantômes, de vues potentielles, de nouveaux abonnés et de sponsors à rassurer. Léa, elle, regardait déjà le coin de la photo où un enfant, flou, semblait serrer contre lui un petit objet brillant. Tu vois la petite lueur dans les mains de l'enfant, on dirait une montre, ou quelque chose qui réfléchit la lumière. On demandera sur place. Avec un peu de chance, quelqu'un reconnaîtra un détail. Il faut qu'on arrive au bon moment de la fête. Le mail précisait une date, la fin du mois de novembre, là où les tempêtes balaient les côtes bretonnes et où les jours raccourcissent brutalement. Il parlait aussi d'un phare abandonné, le phare de Kervenen, fermé depuis des décennies, mais toujours dressé au bord de la falaise. 2 jours plus tard, il prenait la route avec une voiture remplie de caméras, de trépieds, de micros et de batteries chargées au maximum. Le paysage se transforma peu à peu. Les panneaux en ville laissèrent place aux haies, puis aux champs, puis aux routes sinueuses bordées de murets de pierre. Enfin, la mer apparut, gris acier sous un ciel bas, avec des vagues lourdes qui se brisaient en écume contre les rochers sombres. On dirait un décor de fin du monde. Si ça tourne mal, on aura au moins des belles images. Tout ira bien, on reste de nuit. On fait le live, on tourne quelques inserts et on repart avec de quoi tenir plusieurs épisodes. Le village de Kervenen les accueillit dans un silence étrange, un peu trop ordonné pour être naturel. Les maisons à façade claire se penchaient vers le port comme des vieilles femmes curieuses, et les volets claquaient dans le vent. Sur la place, quelques banderoles colorées annonçaient la fête des naufragés, avec des dessins naïfs de bateaux et de bougies flottantes. Au café du port, l'odeur de café noir et de cidre se mêlait à celle du sel et du tabac froid. C'est là qu'ils rencontrèrent Yann, un homme aux mains calleuses et au visage creusé par des années de mer. Vous êtes les gens de la chaîne
ceux qui viennent filmer le phare, on en parlait ce matin au port. Oui, on vient pour la fête des naufragés et pour le phare de Carvenen. On nous a dit que vous étiez la personne à voir. Dans ce village, tout le monde est la personne à voir quand il s'agit de faire joli devant une caméra, mais peu veulent parler de ce phare. Pourtant, on ne reste pas longtemps. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. On veut juste raconter une histoire. Raconter une histoire, ici, c'est déjà prendre parti, parce que les morts n'ont pas tous reçu la même part de mémoire. Yann les observa longuement, comme s'il cherchait à mesurer ce qui était plus fort chez eux, la curiosité ou la peur. Je peux vous conduire au phare, j'ai la clé, mais je ne garantis pas que vous aimerez ce que vous allez y trouver. On a l'habitude des lieux chargés. On sait gérer les sensations fortes. C'est même ce que notre public attend. Tant que la structure est sûre et qu'on peut installer le matériel sans risque, le reste, on improvisera. La structure tient, ce sont les histoires autour qui se fissurent, et quand les histoires se fissurent, quelque chose passe par les brèches. Après le café, Yann proposa de leur montrer la chapelle qui surplombait le port, une petite bâtisse blanchie, serrée contre le cimetière. À l'intérieur, une lumière douce tombait des vitraux, éclairant des plaques de marbre gravées de noms, certains effacés par le temps. Léa chercha du regard le nom du navire mentionné dans le mail, mais les inscriptions ne mentionnaient qu'un naufrage anonyme. Il n'y a aucun nom de bateau, aucune date précise. C'est comme si on voulait se souvenir sans jamais dire de quoi on se souvient. Chez nous, on dit que la mer prend tout, les noms, les visages et parfois même la culpabilité. Au fond de la chapelle, une femme en habit religieuse arrangeait des bougies, ses gestes lents chargeaient chaque flamme d'une attention particulière. Vous êtes les visiteurs de la chaîne, le village est petit, les nouvelles courent plus vite que le vent. Nous sommes là pour la fête des naufragés. Nous aimerions comprendre ce que cette commémoration représente vraiment pour vous. Ce qu'elle représente aujourd'hui n'est pas ce qu'elle représentait autrefois, et c'est bien là tout le problème. La religieuse se présenta comme sœur Agathe, gardienne officieuse de la mémoire du village et de la chapelle. Les touristes voient des bougies, des couronnes de fleurs sur l'eau, et un folklore attendrissant, ils ne voient pas les trous dans le récit. Vous insinuez qu'il manque des noms, des visages, des responsabilités dans la façon dont l'histoire est racontée. Je n'insinue rien, je constate que certains morts ont des plaques de marbre, et que d'autres n'ont que le vent pour prononcer leur nom. Derrière un petit rideau de tissu, Léa aperçut une peinture rude et colorée, représentant un phare entouré de silhouettes d'enfants. Au bas de l'image, une heure était peinte, en chiffres sombres, presque rageusement tracés. 3h17, pourquoi cette heure-là est-elle si importante? C'est l'heure à laquelle, selon les plus anciens, la mer s'est refermée sur un bateau dont on ne prononce plus le nom. Sœur Agathe hésita, puis sortit d'un tiroir une petite boîte de bois fermée par un simple crochet. Il y a là quelques objets qui appartenaient aux gardiens du phare, et à ceux qui ont disparu cette nuit-là, je les garde loin des regards. Dans la boîte, Léa distingua une petite montre à gousset terni, dont les aiguilles étaient arrêtées sur la même heure, 3h17. Elle ne fonctionne plus, même si on la remonte. On a essayé, plusieurs fois, parfois elle tressaute un peu, mais l'aiguille des minutes revient toujours se figer au même endroit. Il y avait aussi des lettres tachetées, jamais envoyées, écrites à des proches restés à terre, et des feuillets d'un journal serré par une ficelle. Le journal vient de Gabriel, le gardien de phare de l'époque, il a consigné des choses que personne n'a voulu lire pendant très longtemps. Est-ce que nous pourrions le consulter, ne serait-ce que quelques extraits, pour comprendre ce qui s'est passé? Je ne peux pas laisser tout partir, mais je peux vous confier une copie des pages de la dernière nuit, à condition que vous écoutiez avec votre conscience. Sœur Agathe posa sur la table un petit paquet de photocopies, où l'écriture serrée de Gabriel remplissait chaque ligne de l'encre de ses obsessions. Plus tard, à la pension où il logeait, Hugo et Léa se penchèrent sur ces pages à la lumière d'une lampe fatiguée. Écoute cette phrase, il parle d'une réunion avec les notables du village, il dit qu'on lui a fait une proposition pour une nuit d'obscurité. Il exagère sûrement. Peut-être qu'il dramatise. Beaucoup de journaux intimes embellissent, noircissent la réalité.
Il détaille le montant, il écrit qu'on lui offre plus que son salaire pour une seule nuit sans lumière. Ce n'est pas une simple métaphore. Les phrases de Gabriel se chargeaient de remords au fil des pages, comme si chaque ligne ajoutait une pierre à son propre coup. Il parlait d'un bateau rempli de familles pauvres, de migrants que certains du village ne voulaient pas voir débarquer sur le port. Il évoquait des voix, des promesses murmurées à la lueur des lampes à huile et la pression d'un village prêt à laisser la mer faire le travail sale. Il écrit cette phrase folle, il dit que la mer fait son tri et que lui ne fait qu'obéir. C'est glaçant. On ne sait pas ce qui est vrai ou non, mais on sait que le phare s'est éteint, que le bateau s'est brisé, et que la fée est née ensuite. Le lendemain, Yann revint les chercher, avec dans sa poche une clé lourde et froide, dont les dents avaient la forme d'une petite ancre. Vous êtes sûr de vouloir monter là-haut aujourd'hui? Le vent forci et ce genre d'endroit n'aime pas être réveillé à la veille de la fête. Plus l'ambiance est forte, plus les images sont puissantes. Notre public adore se sentir au bord de quelque chose de dangereux. Tant que nous restons prudents et que nous respectons le lieu, ce qui se passe ici vous appartient encore. La clé est pour la maison et pour la lanterne, mais je vous demande de réfléchir avant de faire sonner la cloche là-haut. On verra. Si l'ambiance y prête, ce serait un moment fort pour le live, un symbole, un rappel des naufragés. Chaque fois que la cloche sonne, quelqu'un, quelque part, se souvient d'un moment qu'il voulait oublier. Soyez prêts à porter ça aussi. La clé tourna dans la serrure avec un bruit sourd, comme un réveil douloureux, et la porte s'ouvrit dans un souffle humide. L'intérieur sentait la poussière, le sel et quelque chose de plus ancien, cette odeur tiède que prennent les lieux où l'on a longtemps attendu. Dans l'entrée, une horloge murale pendait, son balancier arrêté, les aiguilles figées sur la même heure que la montre de la chapelle, 3h17. Pourquoi tout s'arrête-t-il à cette heure? On dirait que le temps lui-même refuse d'aller plus loin. C'est l'heure à laquelle le bateau a disparu, du moins c'est ce que disent ceux qui ont compté les coups de la cloche cette nuit-là. Léa passa la main sur la table recouverte d'une fine pellicule de poussière et découvrit un carnet resté là, comme abandonné en pleine phrase. Sur la première page, le nom de Gabriel apparaissait, écrit d'une écriture née et disciplinée. Ce carnet est différent des copies, c'est plus intime, il parle de la fatigue, de la peur de décevoir sa famille, c'est presque tendre. Plus loin, les lignes devenaient nerveuses, l'encre appuyée, comme si la main qui écrivait luttait contre le tremblement. Il décrivait des nuits à entendre des coups portés à la porte de la maison, alors que dehors la tempête faisait hurler la mer. Il disait avoir gardé la lumière allumée toute sa vie et avoir été prié, une fois seulement, de la laisser s'éteindre. Ce n'est pas juste un homme corrompu, c'est quelqu'un qui essaie de se convaincre qu'il n'avait pas le choix. C'est encore pire. Pour l'épisode, c'est puissant. Un gardien qui trahit sa fonction, un village complice, un bateau de pauvres sacrifiés, c'est une histoire qui narque. Tu entends ce que tu dis? Tu parles de sacrifier des gens comme d'un bon twist pour l'audience. Je dis juste que si on raconte ça correctement, on peut forcer les gens à se souvenir et pas seulement à frissonner. Ils montèrent ensuite dans la tour, l'escalier de métal résonnait sous leurs pas, chaque palier amplifiait le grondement du vent. Au sommet, derrière une trappe verrouillée par la même clé, se trouvait la lanterne, entourée de vitres rayées par le sable et une cloche suspendue à une poutre. La cloche était couverte de verre de gris, mais quelques zones plus brillantes montraient qu'on l'avait parfois touchée, même récemment. On dirait qu'on l'a essuyé par endroits. Quelqu'un monté ici après la fermeture officielle, ou bien il ne s'est jamais senti seul. Parfois, quand la mer est très forte, on dit qu'on entend la cloche alors que personne n'est monté la sonner, mais ce sont sûrement des histoires de vieux. Hugo imaginait déjà le plan de caméra, lui debout à côté de la cloche, les bourrasques faisant danser la lumière de sa lampe frontale. Ce serait incroyable de faire le final du live ici, la cloche derrière moi, la mer en contrebas, et toi qui joues avec les sons de la tempête. On verra comment ça se passe. Je veux d'abord vérifier que le matériel tient. Ce vent peut tout saboter en une seconde. Ils passèrent l'après-midi à installer des câbles, à fixer des caméras sur les murs, à régler les micros pour qu'ils captent plus que le simple vacarme. Léa testait les enregistreurs, parlant seule, tapant du pied sur les marches, écoutant les retours dans son casque avec la concentration d'une chirurgienne. Test de niveau, marche en métal,
Rafale extérieure, bruit interne, tout en même temps. Je veux voir ce qu'on peut isoler. Sur l'ordinateur portable, les spectres audio dessinaient des montagnes vertes et bleues, mais quelque chose d'autre se glissa bientôt entre les pics. Une voix enfantine, presque un souffle, apparut, si discrète qu'on aurait pu la prendre pour un artefact du vent. Tu as entendu, remonte de quelques secondes, il y a comme une phrase, très courte, juste là. Je n'ai rien entendu de spécial, c'est sûrement un craquement, un frottement de câble ou un souvenir de ton imagination. Non, je l'ai entendu 2 fois, une petite voix qui dit laisse la lumière, et elle le répète avec une insistance terrible. Léa isola la fréquence, amplifia la zone, et la phrase devint plus nette, un peu déformée, mais compréhensible. Elle entendit des mots en breton, mêlés au français, toujours autour de la même idée de lumière, de veille et de peur de couler. Ce n'est pas un simple bruit, c'est adressé à quelqu'un, c'est adressé à la lumière elle-même. On pourra en parler pendant le live. Les abonnés adorent ces moments où le son révèle ce que l'œil ne voit pas. À mesure que le soleil tombait vers l'horizon, la mer devenait plus sombre et le vent plus nerveux, comme si le paysage se préparait lui aussi à une représentation. Dans le village, les préparatifs de la fête commençaient. Des lanternes étaient accrochées, des guirlandes tendues, des stands montés à la hâte. Les habitants parlaient plus fort que d'habitude, comme pour couvrir un autre bruit, plus ancien, qui montait du large. Quand la nuit tomba enfin, Hugo lança la diffusion en direct et le compteur de spectateurs afficha immédiatement des centaines de connexions. Bonsoir à tous, bienvenue sur Spectre et Pixel. Ce soir nous sommes en direct du phare abandonné de Carvenem pour la fête des naufragés. Derrière moi, la mer et la nuit, devant moi vos messages, et quelque part entre les deux, une histoire que le village n'a jamais vraiment racontée. Le son est stable pour l'instant, aucune coupure. Si vous entendez quelque chose de bizarre, écrivez-le dans le chat, je surveille aussi. Les commentaires défilaient, mélange de plaisanteries, de scepticisme et d'enthousiasme. Certains abonnés saluaient la bravoure du duo face au vent. Hugo commença par raconter la légende telle qu'on l'a présentée aux touristes, un drame maritime, des bougies, une cérémonie de mémoire collective. Officiellement, un vieux navire pris dans une tempête a sombré au large. Le phare n'a pas pu le sauver, et chaque année on se souvient des disparus. Officieusement, certains documents suggèrent que la lumière a été éteinte volontairement, et que des gens ici savaient exactement ce qui allait se passer. À ce moment, les chiffres du direct grimpèrent soudain, comme si un groupe invisible s'était brusquement connecté. Je vois des nouveaux pseudos dans le chat, certains n'ont aucun historique. C'est étrange qu'ils apparaissent tous au même moment. Hugo proposa de lire des extraits du journal de Gabriel, le gardien de l'époque, en alternant avec des plans de la lanterne et de la mer. Écoutez cette phrase, Gabriel écrit qu'on lui a demandé de laisser la mer décider qui pouvait poser le pied sur le quai. Hugo lisait à voix haute, et sa voix changeait légèrement de timbre, comme si un autre ton s'y superposait parfois. Le micro principal capte une résonance qui n'était pas là tout à l'heure. Ta voix se double parfois, c'est comme un écho humain. Dans le chat, des spectateurs affirmaient entendre une deuxième voix masculine, plus grave, surtout quand le nom de Gabriel était prononcé. Certains prenaient ça pour un filtre sonore ou une mise en scène, d'autres commençaient à parler sérieusement de possession. Plus loin dans le journal, une page décrivait la visite de notables du village, venus parler du bateau qui approchait et des conditions de son accueil. Il dit qu'on lui a dit ceci, tu es gardien de la lumière, mais cette nuit tu dois être gardien de l'ombre, c'est une phrase terrifiante. Léa, plongée dans le texte, en oublia un instant qu'elle lisait à haute voix, son micro resté ouvert transmettait chaque murmure. Il parle de familles entassées, de sacs trop légers pour un long voyage, de regards qui n'avaient déjà plus confiance en la terre. Les spectateurs écrivaient qu'ils entendaient des pas d'enfants derrière la voix de Léa, alors que l'image ne montrait qu'un couloir vide. Certains prenaient des captures d'écran, agrandissaient les ombres, traquaient la moindre silhouette derrière les reflets de la lanterne. Sur un plan fixe, plusieurs personnes jurèrent voir un visage d'enfant collé à la vitre de la lanterne, juste derrière l'épaule d'Hugo. Le chat s'emballe. Ils disent qu'il y a un enfant derrière toi sur la dernière image, mais je ne vois rien sur mes écrans de contrôle. Je ne sens rien derrière moi, juste le vent qui s'infiltre, mais si vous voyez quelque chose, continuez à nous l'indiquer.
Yann, resté au café, regardait lui aussi le live, la main crispée sur un verre qui ne buvait pas. Ils auraient dû partir après les premiers tests. La mère ne pardonne pas qu'on rejoue certaines nuits. Quand Hugo évoqua le montant de la somme proposée à Gabriel pour laisser le phare éteint, Yann se leva brusquement. C'est assez, je vais les chercher. Même si la mère décide de me garder, il est trop tard pour laisser ça continuer sans rien faire. Il quitta le café sans expliquer, laissant derrière lui des regards inquiets. Certains habitants reconnaissaient dans les mots du journal des histoires entendues à voix basse dans leur enfance. Pendant ce temps, au sommet du phare, le vent redoublait, faisant vibrer les vitres et les câbles. Les enregistreurs se comportent bizarrement. Les horloges internes affichent toutes 3h17, alors qu'il est loin de cette heure-là. C'est peut-être un bug, un conflit de réglage ou une jolie coïncidence renvoyée par l'algorithme des fantômes. Sur le chat, des abonnés écrivaient qu'ils venaient de recevoir la notification du live avec plusieurs minutes de retard, mais que le compteur, lui, continuait à augmenter. Certains disaient avoir été réveillés en pleine nuit par une alerte, alors qu'ils ne suivaient plus la chaîne depuis longtemps. La fête des naufragés battait son plein de bords, des chants montaient, des rires aussi, mais un malaise se glissait entre les notes. Quelques plus âgés regardaient leur téléphone avec méfiance, reconnaissant dans les mots lus par Hugo des bribes de ce que leurs propres parents avaient eu. Au sommet du phare, Hugo se tourna vers la cloche, sentant le moment dramatique approcher. Vous êtes des milliers à nous regarder, je vous propose quelque chose. Nous allons sonner la cloche pour les morts, pour qu'ils sachent qu'on les entend. On avait dit que ce n'était pas une bonne idée. Tu te souviens de ce que Yann t'a dit? Tu te souviens de ce que Gabriel a écrit à propos des coups de cloche? On n'aura pas d'autre occasion, et peut-être que c'est ce qu'ils attendent, que quelqu'un reconnaisse ce qui s'est vraiment passé. Les dons défilaient sur le côté de l'écran, accompagnés de messages qui encourageaient l'idée. Certains imploraient même que la cloche soit frappée 3 fois. Hugo saisit la corde, l'enroula autour de sa main et hésita un instant, ses yeux se posant sur la mer invisible dans la nuit. Puis il tira la première fois et la cloche vibra dans un son grave qui sembla sortir du ventre de la pierre. Sur le live, l'image se figea une fraction de seconde, puis revint, et pendant une courte durée, la mer visible à l'écran n'était plus celle de cette nuit-là. Les spectateurs virent une mer plus sombre encore, un bateau lourd, des silhouettes serrées, des enfants accrochés à des mains tremblantes. Puis tout revint à la normalité apparente. Hugo tenait toujours la corde, Léa fixait ses écrans, et le chat explosait de commentaires affolés. Je viens de perdre le retour pendant une seconde. Je n'avais plus rien. Ni image ni son. Tu as senti quelque chose, toi? J'ai eu comme un vertige, comme si je n'étais plus debout ici, mais sur une autre marche, une autre nuit. C'est difficile à expliquer. Yann luttait avec les vagues. Son petit bateau cognait contre l'eau noire, chaque creux le masquait un instant aux rares yeux tournés vers le large. À la chapelle, sœur Agathe s'était agenouillée, la montre à gousset ouverte dans ses mains, les aiguilles immobiles à défiant. Si la cloche sonne encore, que quelqu'un ait la force de porter la lumière jusqu'au bout, même si cela le dévore. La montre tressaillit. Sans qu'on y touche, l'aiguille des secondes fit un tour brusque avant de retomber, obstinée, à 3h17. Dans le phare, la deuxième sonnerie se prépara, comme si la première n'avait été qu'une inspiration et la seconde une parole pleine. Vous insistez dans le chat, vous parlez de visages, de reflets, de choses que je ne vois pas. Je vais sonner une deuxième fois, pour ceux que la première a réveillés. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un défi. Chaque sonnerie change quelque chose, même si on ne le voit pas tout de suite. Peut-être que c'est précisément ce que cet endroit attend, que quelqu'un accepte enfin de regarder ce que la cloche réveille. Il tira de nouveau. Plus fort, la cloche hurla dans le vent, et cette fois le son sembla ne jamais vouloir mourir. Le live connut une nouvelle coupure, plus longue, mais au lieu de noir, certains écrans montrèrent des images troublantes. Des spectateurs virent le pont d'un bateau noyé de pluie, les cordages tendus et les visages des passagers tournés vers un point lumineux au loin. Le point lumineux clignotait, hésitant, avant de s'éteindre soudain, déclenchant une vague de cris silencieux, car aucun son n'accompagnait ces visions. Quand tout revint, Hugo paraissait plus pâle, ses yeux un peu vides, comme si une autre présence les avait traversés. Ta voix n'est plus tout à fait la même. Elle porte un accent que je ne t'ai jamais entendu. Tu le sens toi aussi.
J'ai l'impression d'avoir des phrases en tête qui ne sont pas les miennes, comme si quelqu'un me soufflait un texte que je n'ai pas appris. Dans le chat, un message attira l'attention, écrit par un con au nom d'un des passagers mentionnés dans les lettres conservées à la chapelle. Le message disait simplement ceci: « Je n'ai pas eu de plaque de marbre, je n'ai eu que cette nuit qui recommence. » D'autres contes aux noms tout aussi troublants apparurent, certains reprenaient les prénoms et noms que Léa avait vus plus tôt dans les lettres tachées. Les noms qui apparaissent dans le chat, je les ai lus dans les lettres de la boîte. Ils n'ont jamais été gravés ici. Comment peuvent-ils surgir sur le naïve? C'est peut-être quelqu'un qui a eu accès aux mêmes archives, ou bien c'est autre chose, quelque chose ou quelqu'un qui se sert de nos écrans. Pendant que le monde numérique se remplissait de ces spectres de données, la réalité du phare se resserrait autour d'eux. L'air devint plus humide, leurs vêtements se couvrirent de gouttes de sel alors qu'aucune vague ne pouvait les atteindre à cette hauteur. J'ai de la brume sur les mains, sur les câbles. C'est comme si nous étions sur un pont de bateau, et plus dans une tour. Hugo avança vers la vitre, regarda la mer invisible et parla avec une gravité qui ne lui appartenait pas tout à fait. J'ai éteint la lumière une nuit, et depuis je ne dors plus vraiment, je reste debout à attendre qu'on vienne frapper à ma porte. Ce n'est pas toi qui parles en ce moment. Tu reprends les mots du journal, tu les dis comme si tu les avais vécus. Hugo continua, récitant presque mot pour mot le passage où Gabriel décrivait les coups désespérés des naufragés contre la porte de la maison du gardien. Ils ont frappé, encore, et je n'ai pas ouvert, je savais que s'y entrer, ils n'oublieraient jamais mon visage. Chaque phrase semblait peser sur la structure du phare comme une pierre de pluie, les murs eux-mêmes gémissaient sous cette confession tardive. Yann, pendant ce temps, approchait enfin du pied de la falaise, son bateau projeté contre les rochers, pour finalement s'échouer sur une petite crique. Tenez bon là-haut, je ne sais pas ce que vous avez réveillé, mais ce qui est venu ne vous laissera pas sortir si vous restez seul. Il commença à grimper le chemin, le vent le poussant en arrière, la pluie le fouettant, chaque pas un combat contre un monde qui semblait vouloir le retenir. À la chapelle, la montre dans les mains de sœur Agathe se remit soudain en mouvement, les aiguilles se mirent à tourner follement. Le temps se réveille, mais il revient toujours au même point, à la même faute, à la même heure de nuit. Les aiguilles tournèrent, s'arrêtèrent de nouveau à 3h17, comme si un invisible ressort refusait toute autre position. Dans le phare, Léa comprit que quelque chose se jouait autour d'un choix et d'une troisième sonnerie. Si tu sonnes une troisième fois, ce ne sera plus un spectacle, ce sera une décision, et elle ne nous appartiendra plus entièrement. Je crois que quelqu'un nous écoute enfin, pas seulement nos abonnés, mais ceux qui n'ont jamais pu parler, ceux qui n'ont pas de marbre. Les voix qui traversaient les micros semblaient se rassembler, elles ne suppliaient plus seulement, elles proposaient quelque chose, un pacte implicite. Elles semblaient dire, racontez tout, ne laissez plus personne travestir cette nuit, mais sachez que quelqu'un doit veiller à ce que cette vérité reste allumée. Il ne nous demande pas juste de raconter l'histoire, il nous demande de la garder vivante encore et encore, jusqu'à ce qu'elle brûle moins. Si quelqu'un doit rester ici pour garder la lumière allumée, ce doit être moi, parce que c'est mon nom qui est attaché à celui de Gabriel. Tu n'es pas responsable de ce qu'il a fait, tu es en train de te charger d'une faute qui n'est pas la tienne, tu peux partir. Si je pars sans accepter, la fête continuera comme avant, on boira du cidre sur le port en parlant d'un drame vague, sans regarder qui a été brisé. Le chat se divisait, certains imploraient de mettre fin au live, d'autres imploraient de tout dire, d'aller jusqu'au bout, d'appeler les choses par leur nom. Des messages venaient d'endroits lointains, de continents où la nuit n'était pas encore tombée, des gens parlaient de leur propre naufrage, de leur propre silence. Soudain, la cloche vibra seule, sans que personne ne touche à la corde, comme si elle répondait à un consensus silencieux. Elle ne sonna pas encore, mais un léger tremblement parcourut le métal, le son resta coincé quelque part entre le cuivre et l'air. Ils attendent un geste de nous, pas juste une caméra posée et des phrases lues, ils veulent que nous prenions une position. Si tu refuses, je comprends, tu peux descendre, tu peux revenir au village et raconter tout ce que tu veux, je ne t'en voudrais pas. Je ne descendrai pas en te laissant seul ici, mais je ne frapperai la cloche que si je sais ce que cela coûte, et à qui. Les silhouettes d'enfants dans les reflets des vitres se firent plus nettes, leurs traits flous se précisèrent, des yeux cherchèrent le regard de Léa. Elle sentit quelque chose comme une pression sur ses épaules, une demande muette de reconnaissance, de présence. Je prononcerai leur nom,
ceux que j'ai lus dans les lettres, ceux qui n'ont jamais été gravés, mais je ne veux pas qu'ils restent seuls dans cette nuit. Elle prit la corde de la cloche, inspira profondément, et parla à la fois pour le microphone et pour ceux qui n'avaient plus de voix. Vous qui avez quitté ce monde dans cette nuit sans lumière, vous dont les noms ont été effacés des plaques et des discours, nous vous voyons et nous vous entendons. Puis elle tira, une seule fois, et la cloche sonna la troisième sonnerie, celle qui ne ressemblait pas aux deux autres. Le son se déploya dans le phare, dans la falaise, dans le village, dans les câbles, dans les serveurs, et jusque dans les oreilles de tous ceux qui écoutaient. Pendant quelques secondes, le live ne montra plus ni Hugo ni Léa, seulement la mer, un horizon noir traversé par des éclats de lumière blanche. Dans cet horizon, des formes se détachaient, des silhouettes qui semblaient marcher sur l'eau, se rapprochant de la caméra sans jamais vraiment l'atteindre. Certains spectateurs dirent plus tard avoir entendu, à cet instant précis, des prières dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. D'autres parlèrent de la sensation très nette que quelqu'un se tenait derrière eux, dans leur propre pièce, à des centaines de kilomètres du phare. Quand l'image revint, Hugo se tenait près de la lanterne, son visage plus calme, presque apaisé, comme si une décision avait été acceptée. Je resterai ici, que ce soit une heure, une nuit ou plus. Je garderai cette lumière allumée pour eux, même si personne ne me regarde vraiment. Je ne veux pas que tu disparaisses dans cette tour comme il a disparu. Je ne veux pas que ton nom devienne un autre murmure dans une lettre tachée. Tu peux partir avec l'histoire, tu peux sortir d'ici vivante, tu peux faire en sorte que ce qui s'est passé cette nuit-là ne soit plus jamais un secret. Je reviendrai te chercher, je trouverai un moyen. Je veux que tu te sacrifies pour réparer ce que d'autres ont brisé. Peut-être que ce sacrifice n'est qu'une façon de tenir enfin le rôle qu'on m'a donné sans me consulter, celui de gardien, mais d'une lumière différente. En bas, Yann arrivait enfin au pied du phare, haletant, les mains écorchées par les rochers, les vêtements trempés jusqu'aux os. Descendez, il est encore temps, la mer se referme, la fête se termine. Si vous restez, vous ne retrouverez plus jamais le chemin du village. Mais la porte de la tour refusa de s'ouvrir, comme si le bois lui-même s'était gonflé de l'eau de la mer et des mots prononcés. Yann frappa, appela Hugo et Léa, mais sa voix se perdit dans un mélange de vent, de cloches lointaines et de flux numériques. Au café, l'écran montrant le live afficha un message d'erreur, le flux fut soudain coupé, remplacé par une simple phrase de la plateforme. Pendant quelques minutes, certains crurent à un bug, à une censure, à un problème de réseau, puis d'autres versions commencèrent à circuler. Quelques jours plus tard, un rapport officiel parla d'une tempête imprévisible, d'une sortie imprudente, de possibles disparitions en mer. On ne retrouva ni le corps d'Hugo ni celui de Diane, seulement quelques débris de matériel, une caméra brisée et un trépied tordu. La chaîne Spectre et Pixel fut brièvement accusée de mise en scène douteuse, puis les vidéos disparurent progressivement de la plateforme. Pourtant, certains abonnés conservaient des enregistrements locaux, des extraits capturés en direct, des copies de cette nuit fragmentée. Ils les partageaient en secret sur des forums, dans des dossiers compressés, chacun ajoutant sa propre interprétation à ce qu'il avait vu. De temps en temps, à 3h17 du matin, des notifications étranges apparaissaient sur des téléphones, des écrans d'ordinateurs, des consoles. Elles annonçaient un live depuis une chaîne qui n'existait pas, avec un titre simple « Nuit des naufragés » et une vignette montrant la vieille photographie. Sur cette version de la photo, on remarquait un détail qui n'était pas là auparavant, une silhouette supplémentaire dans la lanterne du phare. La silhouette avait les traits d'un homme de notre époque, debout derrière le verre, fixant l'objectif avec un calme grave. Ceux qui cliquaient sur la notification étaient parfois renvoyés vers des erreurs, parfois vers un extrait de quelques secondes de vent et de cloche. D'autres fois, ils entendaient la voix de Léa, plus mature, plus posée, raconter une version condensée de cette nuit, comme un prologue. Ce que vous entendez vient d'un endroit où le temps s'est arrêté à 3h17, mais où la mémoire, elle, continue à tourner. On ne savait pas si Léa parlait depuis un lieu sûr des années plus tard, ou si sa voix était restée accrochée au circuit comme un écho obstiné. Dans certains extraits, on distinguait en arrière-plan la voix de sœur Agathe priant, ou les jurons de Diane luttant contre la mer. Dans d'autres, c'était la phrase de Gabriel qui revenait « Je n'ai pas su garder la lumière » prononcée par des bouches différentes. Pour la plupart des gens, tout cela n'était qu'une légende urbaine de plus, une histoire de chaînes maudites et de fichiers impossibles à supprimer.
Pour d'autres, c'était un rappel que certaines nuits ne peuvent pas être recouvertes de musique, de buvettes et de jolis discours. Le village de Kervenen continua pourtant d'organiser sa fête, mais les jeunes regardaient désormais les bougies flotter avec un malaise nouveau. Certains se rendaient en secret à la chapelle, cherchant des noms, des traces, des lettres, des choses à montrer au monde. Sœur Aguette accueillait ces visites avec une tristesse douce, offrant de raconter ce qu'elle savait, sans embellir ni atténuer. Si vous voulez vraiment aider, commencez par prononcer les noms que personne ne prononce, et par refuser qu'on appelle mémoire ce qui n'est que décor. Ainsi, l'histoire du phare de Kervenen sortit peu à peu des frontières du village, portée par des voix humaines plus que par des algorithmes. Les fichiers circulaient, se copiaient, se corrompaient aussi parfois, mais certains fragments revenaient toujours comme des îlots intacts. Dans l'un de ces fragments, la voix de Léa s'adresse directement à celui qui écoute, avec une intensité calme. Si tu entends ma voix, où que tu sois, tu es devenu pour quelques minutes le gardien d'une lumière qui ne t'appartenait pas au départ. Tu peux la laisser mourir en fermant cette histoire, en l'arrangeant avec les autres légendes, ou tu peux la porter un peu, juste un peu, en parlant à ton tour. On ne sait pas si cette invitation est une simple métaphore ou un véritable passage de relais, mais certains disent que leur nuit ne fut plus la même après l'avoir entendue. Ils ne virent pas de fantômes apparaître au pied de leur lit, ils n'entendirent pas de cloche, mais quelque chose changea dans leur façon de regarder certaines commémorations trop bien rangées. Peut-être est-ce là la vraie hantise, celle qui ne brise pas les objets mais les certitudes, qui ne fait pas trembler les murs mais les récits officiels. Dans la lanterne du phare de Kervenen, une lumière parfois s'allume maintenant, visible seulement de ceux qui se trouvent assez loin pour ne pas entendre la mer. Certains marins parlent d'un éclat discret, intermittent, qui ne figure sur aucune carte et qui ne correspond à aucune consigne moderne. Ils disent qu'il ressemble à un clin d'œil adressé à ceux qui connaissent l'histoire, une façon de dire « je suis encore là, mais je n'éteindrai plus ». Peut-être est-ce Hugo, peut-être est-ce Gabriel, peut-être est-ce la somme de toutes les voix qui se sont tues trop tôt. Peut-être aussi est-ce simplement notre besoin à nous, vivants, de croire qu'un gardien veille quelque part, même si nous avons longtemps préféré ne pas le voir. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout sur Histoire courte de fantômes. Votre présence jusqu'à la dernière seconde compte énormément. Si cette nuit au phare de Kervenen vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti. Si vous souhaitez soutenir directement notre travail, vous pouvez faire un don en scannant le code QR en bas à droite de cette vidéo ou en suivant le lien dans la description. Dans la description, vous trouverez aussi des liens vers d'autres histoires issues d'une série complètement différente, prêtes à vous accompagner dans d'autres nuits. Chaque geste, chaque partage, chaque mot laissé sous la vidéo nous aide à continuer à vous raconter ces histoires de fantômes et de mémoire. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous dans le noir, en silence mais ensemble. Prenez soin de vous, dormez si vous le pouvez, et revenez nous voir pour la prochaine histoire sur Histoire courte de fantômes. À très bientôt.